Les vrais sujets. Les vraies questions. Les vrais débats. Les vraies affaires. Hey, salut, c'est Julien Mercure. Et Philippe Rioux. Bienvenue aux Vraies Affaires, cet épisode du 20 juin 2014, épisode dans lequel nous allons parler de quelques sujets qui sont à la fois d'actualité, mais peut-être qui impliquent des considérations un petit peu plus larges. On va commencer par une nouvelle qui est passée honnêtement un peu inaperçue dans les médias. En tout cas, moi j'ai trouvé, dans les médias que je consulte d'une façon relativement régulière, je l'ai vu passer, mais on ne s'est pas étalé très longtemps là-dessus et je pense que c'est un peu symptomatique de tout ce qui concerne justement cette partie-là. C'est l'élection de Mario Beaulieu à la chefferie du Bloc québécois. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça, dans le sens que le Bloc québécois, où est-ce que ça s'en va, puis qu'est-ce que ça signifie pour l'option souverainiste en général? Ben, je pense que le Bloc a été victime de ce qui arrive quand un parti meurt. Dans le sens que les seules personnes qui restent vraiment au Bloc sont des gens qui sont très, très, très convaincus d'une certaine portion de ce que le Bloc peut faire ou ce qu'ils pensent qu'il devrait faire. Et ça impliquait de faire mousser l'idée de la souveraineté. Fait que étant donné que c'est juste ces gens-là qui restent au Bloc, ben ils élisent quelqu'un qui reflète leur demande. Oui, parce que c'est ça. Là, on n'a pas parlé nécessairement des idées de ce candidat-là, de ce chef-là c'est maintenant. C'est pas tant Mario Beaulieu l'affaire, c'est les gens qui ont élu Mario Beaulieu qui, disons que c'est ça l'histoire dans tout ça. Là. Ça dénote, je pense, peut-être un espèce de détachement entre le Bloc québécois et où en est rendue la question souverainiste. Et je ne suis pas... Bon, toi et moi, on n'a pas la même opinion là-dessus, ce qui rend souvent les débats intéressants. Mais là, je dis pas ça parce que je ne suis personnellement pas souverainiste. Je pense que le mouvement souverainiste, je vais pas dire « Ah, il est mort, il faudrait arrêter d'en parler ». Non, j'aimerais ça qu'on arrête d'en parler, mais c'est pas vrai qu'il est mort. Maintenant, entre ce mouvement souverainiste-là tel qu'il existe aujourd'hui et ce que les membres actuels du Bloc ont lancé comme message avec l'élection de Mario Beaulieu, il me semble avoir une déconnexion qui n'augure pas bien, même si on ne devrait pas faire l'éloge funèbre du Bloc québécois tout de suite. Il y a quand même une prochaine élection fédérale où, sait-on jamais, il peut y avoir un léger renversement de tendance, mais malheureusement, cette déconnexion-là entre les idées, le mouvement souverainiste et le Bloc n'augure pas bien pour les résultats à ces prochaines élections-là. Et ça l'augure vraiment pas bien. Je veux dire, je m'attends pas à ce que le Bloc fasse quoi que ce soit vraiment aux prochaines élections. Peut-être avoir un ou deux députés, là, des châteaux forts réellement. Là. Mais on voit dans l'espèce de... Le beat, disons, de la population par rapport au Bloc, c'est... Le Bloc, il est déjà mort, là. C'est comme... C'est quelqu'un qui est dans un coin, qu'on sait qu'il achève, puis là, il y a des petits twitch, là. Puis là, on regarde ça, puis on fait comme... Il fait pitié, hein. T'sais, ce serait le fun que ça arrête, t'sais. Et... c'est pas Mario Beaulieu qui va changer ça, là. Et peut-être que ça va justement... Je suis en train de réfléchir à l'option souverainiste. C'est quoi ces options en ce moment? C'est quoi... quelle direction on doit prendre, t'sais? Il y a des gens qui disent qu'on devrait slacker ça, mettre ça un petit peu sur le feu, un petit feu arrière, sur le warm setting sur le poêle, là. Juste warm. Keep it warm. Puis il y en a d'autres qui vont à l'inverse, qui disent qu'il faut en parler plus, il faut comme mettre ça dans la face du monde, etc., etc. Mario Beaulieu est clairement dans la deuxième catégorie. Son plan, c'est d'aller faire une tournée du Québec puis aller parler aux gens de la souveraineté comme si c'était le new kid on the block. La souveraineté, écoutez, ça va être malade. La meilleure chose depuis le pain tranché. Exact. Le Québec, là, je pense qu'il est vraiment pas là. Il va se déplacer, il va faire la même chose que Payet a fait avant. Payet, l'ancien chef du Bloc, il allait de place en place. Il n'y avait personne qui se déplaçait pour aller l'écouter. Là. Non, mais en fait, au contraire, non, il y avait du monde qui se déplaçait. Il y en a pas. Mais c'est ce que si peu, là. Mais là, c'est ça justement, c'est qu'en fait, tu peux te donner l'illusion que le mouvement souverainiste est encore très vivant, puis le mouvement souverainiste tel que tu l'entends est encore très vivant en faisant une tournée comme ça. T'as rien qu'à booker les petites salles. Oui. Puis dans une région qui draine moindrement de population, tu vas toujours remplir ta petite salle avec du monde qui partage ces idées-là. Puis tu vas probablement être capable de te donner l'impression que tout va bien. Tout est rose sous le soleil. Puis là, t'arrives aux élections, t'arrives au moment où les gens, globalement, ont à se prononcer là-dessus. Puis là, tu refuses les résultats effectifs de cette élection-là sous prétexte que toi, quand tu parles aux gens, là, eux, ils sont derrière toi. C'est le problème. La fameuse ligne de « c'est pas ce que j'entends sur le terrain », là.
C'est pas ce que les gens me disent sur le terrain, puis c'est comme, oui, ok. Ouais. Mais tu sais, le terrain... Quels gens que t'as sélectionné sur ton terrain? Là? Le terrain, c'est plus ce que c'était. Écoute, j'ai une petite anecdote à te conter par rapport à ça. Quand j'ai fait une visite guidée en Allemagne, à Munich, à un moment donné, une visite guidée qui parlait de la montée des nazis puis de Hitler, puis on s'est rendu dans la brasserie où Hitler a fait ses premiers discours politiques puis son fameux putsch, tout ça. Puis tu sais, le guide faisait un petit nudge un peu à la culture politique européenne, mais c'est encore plus vrai, je pense, à la culture politique nord-américaine. Il dit, tu sais, aujourd'hui, les politiciens, là, ils s'entourent de gens qui sont d'accord avec eux autres. Pas juste les conseillers, le public. Ils vont dans des endroits partisans. Quand ils débattent des idées, pas les débats télévisés, là, mais quand ils vont présenter leur programme, ils sont dans une salle de partisans. Des gens qui sont des membres du parti souvent ou qui partagent presque à 100% ces idées-là. Dans ce temps-là, là, Hitler, il parlait en avant, puis ça y pitchait des bouteilles de bière. Puis ça se battait dans la salle. Il y a deux extrêmes, là, mais on a perdu cette notion-là qu'en tant que politicien, c'est pas aux gens convaincus qu'il faut aller vendre nos idées, c'est aux gens non convaincus et même hostiles, ultimement, puis on fait plus ça. Non. Et ça donne cette espèce de mais le ligne. problème, justement, du mouvement souverainiste en ce moment, c'est qu'il est dans une echo chamber. Il se réverbère lui-même. Il se réverbère lui-même, ils s'écoutent eux-mêmes parler, ils ignorent, mais ils font du déni par rapport aux chiffres qu'on voit au niveau du support, tout ça, au niveau de au-delà des chiffres, le plus gros problème de l'option souverainiste, c'est pas tant les chiffres, c'est le divorce avec les jeunes. Le split générationnel qu'on semble vraiment observer qui est extrêmement fort. Je veux dire, quand toi puis moi on était plus jeunes, puis qu'il y avait des gens, mettons, quand on avait, 10 ans, les gens de 20 ans, de 25 ans, ils étaient énormément souverainistes. Ah oui, tout à fait. C'est la base, presque. Là. Et ça nous donnait une espèce d'idée de qu'est-ce qui se passe. Mais là, nous, on l'est plus tant. Puis les jeunes qui sont plus jeunes que nous, qui ont 10-12 ans, ils sont pas pantoute. Fait que clairement... Mais là, t'as peu, si j'étais un vrai souverainiste, je te dirais que la raison qu'ils sont pas pantoute, c'est qu'on n'en parle pas assez. Ouais, mais en même temps, on en a parlé, mais peut-être pas de la bonne manière. Tout ça. Ça, Peu importe ce qui est arrivé, il y a eu... il y a quelque chose il y a un transfert qui s'est pas passé. Mais le Bloc qui fait comme si c'était pas vrai, ou que c'est un complot fédéraliste, ou une espèce de juste, on va pousser plus fort dans la même direction jusqu'à ce que tout lâche, puis que ça... On va dire, regarde, ça a rentré, puis là, il n'y a plus de mur, tu sais. Mais en même temps, il faut faire attention, par contre, parce que là, on est parti avec quand même une nouvelle qui concernait le Bloc, et il faut quand même faire une distinction entre l'option souverainiste et le Bloc. Tu sais, le Bloc, c'est une manifestation de ce mouvement-là, et je pense que quelque chose qui pourrait encourager les gens qui sont déçus de la déconfiture du Bloc parce que profondément convaincus de sa pertinence et du mouvement souverainiste, tu pourrais leur dire, tu sais, le Bloc, c'est une incarnation d'un moment, c'est une idée qu'on a eue de dire, il faudrait avoir un parti qui nous représente à Ottawa en attendant qu'on le fasse. Mais là, maintenant, peut-être que le Bloc, c'est juste plus le bon parti. T'sais, au pire, il va peut-être en avoir un autre qui va émerger. C'est pas le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec le Bloc, parce que le Bloc, c'est quelque chose qui ne peut exister seulement lorsqu'on atteint une certaine masse critique de l'idée souverainiste. C'est le dernier à apparaître, mais c'est le premier à repartir aussi. Ça devrait, en tout cas, être le premier à repartir. En fait, même quelqu'un pourrait dire que si on pourrait voir même, en fait, la déconfiture du Bloc ou la disparition progressive du Bloc comme étant une bonne chose pour la souveraineté. Je m'explique. En théorie, si on n'a plus besoin de partis, si on n'a plus de partis qui nous représentent à Ottawa, c'est probablement peut-être parce qu'on s'est dit, écoutez, on va parler de l'option souverainiste d'abord entre nous autres, on va se refocuser sur nous-mêmes, et après ça, on va émerger avec une solution qui va passer peut-être par un référendum ou par une autre vision de la souveraineté que je ne peux pas imaginer ce matin en jasant avec toi. Et donc, peut-être que la disparition du Bloc, c'est la fin de l'époque du référendum de 95. L'avant, le pendant, puis l'après. Là, on vient de finir ce cycle-là avec la déconfiture du PQ. Mais, encore là, ça, là, c'est des symptômes du mouvement souverainiste. Le mouvement souverainiste est bien plus profond que ça. Puis autant les gens qui ne sont pas souverainistes comme moi aimeraient ça, qu'il n'existe pas aussi profondément que ça. Mais malheureusement, c'est la réalité. Mais je pense qu'on va apprendre aussi à faire la différence entre le support de l'option souverainiste et la promotion immédiate de la souveraineté. C'est deux choses différentes, ça, que je pense qu'on va être obligé... Que j'espère, en fait, que le PQ et que le Bloc va peut-être un jour, surtout le PQ, réussir à mettre en mots et appliquer. Mais le problème, c'est que je ne pense pas que ça va arriver. Parce que les gens qui sont au contrôle de ces institutions-là au niveau du parti vont vouloir faire un double down. Mais c'est pour ça que je te dis que même pas juste séparer l'option de en parler tout de suite, séparer le mouvement souverainiste de ses manifestations politiques. Ouais. Moi, ultimement, là, peut-être que la meilleure chose... Ça va être gros ce que je veux dire.
peut-être que la meilleure chose qui pourrait arriver pour l'option souverainiste à très long terme pour le Québec, c'est la disparition et du Bloc et du PQ pour recommencer le débat de la base. Oui. Et éventuellement réémerger peut-être vers un nouveau parti qui ne fait que ça, sa plateforme. Ça sera peut-être pas Option nationale, je penserais pas, mais un autre. On parle dans des dizaines d'années. Là. Ouais. Et là, il va peut-être avoir un succès. Mais pour ça, il faudrait que la génération qui voudrait le faire de son vivant soit capable d'accepter que ça sera probablement pas le cas et que leur sacrifice peut-être peut donner une meilleure chance à ce que ça arrive ultimement pour le Québec avec un grand Q, le Québec éternel. Mais je pense pas que le Parti québécois, disons traditionnellement, et les gens qui construisent le Parti québécois... Ce que je veux dire, c'est que je pense pas que le Bloc et le Parti québécois vont mourir de manière digne et volontaire. Il n'y a pas personne qui va dire, regardez, on va vider le bateau, on va s'accoster, on va vider le bateau, on va sortir nos boîtes. Après ça, il va y avoir une personne qui va l'amener dans le milieu de la baie, puis on va mettre le feu, puis ça va laisser couler. Non, je pense que ces deux bateaux-là vont sombrer dans une tempête, dans une bataille meurtrière. Parce qu'ils ne voudront jamais, ils ne seront pas capables de justement faire le saut logique que tu as fait de dire, ce n'est pas parce qu'on abandonne le parti qu'on abandonne nécessairement l'option souverainiste. Si on peut pas aller nulle part avec ce bateau-là, il faut changer de bateau. Exactement. Et là, au lieu de, justement, pour revenir à l'analogie du bateau, il faut revenir à, ouais, mais on va aller à cette île-là. Arrêtez de regarder le bateau, là. L'île, là, faut y aller. Faut peut-être changer le bateau. Tu sais, regarde, on va faire une analogie, là. Ils sont rendus juste 12 sur un gros voilier, là. Puis le voilier coule. Tu coules-tu avec le voilier ou tu en défais des morceaux pour faire un raft puis te rendre à l'île à juste 12? Anyway, t'as de la place dessus. T'sais, ouais, c'est ça. Mais ça arrivera pas. Je ne pense pas que ces gens-là ont assez de... Mais n'attaquons pas les personnes. Je ne pense pas que Non, mais quand je dis ces personnes, c'est vraiment les gens qui vont vouloir... C'est que de la manière qu'un parti est construit, lorsque tu as vraiment une assemblée qui est... puissante comme ça, qui décide, et en plus quand on parle d'élection de chef, des fois il y a des groupuscules qui peuvent prendre énormément de pouvoir dans un parti comme ça. Et surtout dans une situation où le support populaire diminue, il y a juste des gens qui ont vraiment, disons, une opinion très forte sur des choses qui vont finir par diriger ce qui va arriver au parti. La même chose est arrivée à Option nationale. Là. Lorsqu'un parti reste trop petit, trop longtemps, il se radicalise parce que les seules personnes qui restent dedans vont le faire le plus possible à leur image et vont diminuer, disons, les concessions qu'ils vont laisser aller. Ils vont rester dans leur propre echo chamber, puis c'est ça que ça va donner. Et je veux dire, j'ai vu ça de mes yeux avec Option nationale. Là. Il y a eu énormément de positions qui étaient proposées, qui étaient très radicales, qui étaient vraiment dans le trip politico-fiction et qui étaient aucunement dans l'optique de « Hey, on pourrait essayer d'aller chercher le plus de gens possible pour aller dans la direction générale de notre affaire. » Non, ils voulaient avoir une direction parfaite, idéalisée, radicalisée, et après ça, ils disaient au reste de la population, si t'embarques pas, mange ta merde. Ouais, non, en fait, plus que ça, souvent, c'est si t'embarques pas, c'est parce que tu comprends pas. Tu comprends pas, c'est ça. Tu comprends pas à quel point c'est malade. C'est vraiment la meilleure chose. C'est le meilleur programme. Fait que, je le sais, on a fait un congrès. Fait qu'on va se mettre à dos les gens, les anglophones, on va se mettre à dos les gens qui sont multilingues, on va se mettre à dos les gens qui ne pensent pas nécessairement que la souveraineté, c'est quelque chose qui est comme une urgence. On va tous se mettre à dos ces gens-là pour rester dans notre echo chamber, puis après ça se convaincre que c'est les autres qui ont tort. Peut-être que c'est ce qui va arriver au PQ. Je pense que le PQ a une structure quand même plus pérenne qui va faire qu'à mon avis, ils vont se relever de ce qui s'est passé là. Mais le Bloc, on a vu ça. Tu sais, le Bloc, malheureusement, aussi, c'est que il y a des gens qui ont sorti des arguments très bien construits qui supportent l'idée que c'est plus utile, que ça ne fait plus de sens. Même dans un contexte peut-être même d'un support de la souveraineté qui serait plus élevé. Là. C'est une structure qui était vraiment prévue pour un temps très limité. Parce que le résultat des dernières élections fédérales, ça a pas pour le Bloc, ça n'a pas juste été une diminution drastique des votes pour le Bloc. Ça a aussi été, et je pense que c'est ça le changement le plus profond, ça a aussi été un retour pour les Québécois vers une mentalité de dire, tu sais, pour mieux se faire représenter à Ottawa, c'est peut-être aussi possible de passer par voter massivement pour un parti fédéral qui va être majoritairement représenté au Québec. Tu sais, je pense que c'est le retour de... C'est-à-dire que dans ce moment... J'espère qu'on va utiliser cette stratégie-là. Ben c'est ça, dans le moment souverainiste fort qui a mené à la création du Bloc, le parti qui généralement gagnait beaucoup d'appui au Québec était censé représenter le Québec, entre guillemets, à l'Assemblée nationale
à l'Assemblée à Ottawa, c'était les libéraux. Alors, c'est sûr que dans un contexte fort, rouge contre bleu, ça devenait évident de faire le saut logique de dire ben les rouges peuvent pas vraiment bien nous représenter à Ottawa, donc il faut créer une autre structure. Mais avec l'émergence du NPD ou même d'un autre parti qui pourrait rassembler davantage des Québécois, on revient vers cette option de dire, tu sais, à l'élection fédérale, on va pas voter pour un parti qui est juste au Québec, on va voter pour un parti qui va bien représenter le Québec dans les structures fédérales. Et je pense que c'est le coup le plus profond, c'est celui-là. Parce que les appuis pour le Bloc, ça peut remonter, mais tant que le Bloc, c'est entre 0 et 10 députés, là, ils défendent-tu vraiment les intérêts du Québec? Non. Non. Même s'il y avait plus, écoute, mettons, je leur donne une grosse chance, même s'il y avait plus de votes aux élections 2015 qu'il y en a eu aux dernières élections, mais qui ont juste une poignée de députés, plus profondément que ça, les gens vont se rendre compte, wow, ok, ça fonctionne. Faut que ce soit un mouvement de masse, là. Tu sais, tu dis au lendemain de la défaite du Bloc, moi, ce qui m'a frappé avec tout ça, le plus, c'est que le lendemain, on s'est réveillé et on dit « Hey, wow, le Bloc a eu 4 sièges. » Et j'ai entendu personne être, pas triste, mais d'être vraiment choqué de ça. On dirait que tout le monde a fait « Ah ouais, ok. » Une indifférence profonde envers le sort du Bloc. Ce qu'on n'a pas vraiment vu avec le PQ, quand le PQ a eu des problèmes, le monde est comme, ok, ouais, c'est... Il y avait pas du monde inquiet, mais il y avait du monde un peu sous le choc, il y avait du monde un peu chambardé, ou du monde qui voulait pas que ça arrive, puis ils ont voté, puis ils ont dit, wow, je voulais pas que ça peut être étrange que le PQ a eu tant une claque que ça. Mais pour le Bloc, tout le monde était comme, ah ben, c'est ça, hein. Oui, ben tu sais, même le PQ... Ça, c'est grave, là. Même le PQ, on a pu le voir lors des élections, je ne sais plus c'est lesquelles, là, où l'ADQ a fait une montée jusqu'à être l'opposition officielle. C'est là avec André Boisclair. Hey, moi, je veux dire, j'avais des gens qui étaient comme, pas nécessairement dévastés, mais qui étaient comme estomaqués de voir ça. Là. C'était comme, waouh, on pensait pas que c'était possible. Tandis qu'effectivement, le Bloc, en tout, puis moi, ça faisait des années avant que... En tout cas, dans les cercles que je fréquente, c'est probablement pas les mêmes cercles nécessairement que d'autres gens plus souverainistes que moi, là, tout le monde s'interrogeait sur la pertinence d'avoir le Bloc. Là. C'était comme un vote par défaut. Ça a été un vote par défaut pendant tellement longtemps parce que les autres partis fédéralistes avaient tellement aucune chance ici que on avait sous-estimé dans le fond la faiblesse structurelle de l'appui du Bloc. Puis là, on s'en est rendu compte quand on s'en est comme débarrassé, parce qu'à 4 députés, honnêtement, si on peut vraiment dire qu'on s'en est débarrassé, rendu là. Et tout le monde était comme, ah ouais, puis... Mais de voir le Québec qui va revenir, puis c'est là qu'on arrive dans l'élection de 2015, lorsque le Québec redevient une masse de votantes up for grab. Et là, on a quasiment oublié qu'est-ce que ça voulait dire, ça. On a oublié le pouvoir que ça pouvait peut-être nous donner dans ce contexte-là. Et là, on va le voir, parce que clairement, en tout cas, à moins que ça change dans le sprint final entre maintenant et le printemps 2015, les conservateurs semblent avoir fait le choix politique, stratégique de ne pas courtiser le Québec. Et donc ou très peu. Et donc de se concentrer sur leurs autres zones fortes dans le Canada. Alors, justement, cette émergence du Québec comme puissance up for grabs, comme tu dis, qui est conquérable en termes de vote, va peut-être venir faire regretter aux conservateurs ce choix-là, parce que si soit les libéraux, ou moins certains, je pense, mais le NPD sont capables de faire le même genre de vague qu'il y a eu aux dernières élections, ça va peut-être changer la balance du pouvoir, parce que l'Ontario va avoir peut-être été plus courtisé par les libéraux, et ça va changer un peu la distribution des sièges. Et c'est peut-être là que les conservateurs vont regretter leur choix. Ou alors, le Québec va voter de façon complètement disjointe et les conservateurs vont dire « on avait raison ». Parce que le Québec n'est pas une masse, entre guillemets, de voteurs. Tu peux pas, t'as pas une liste de stratégies qui vont t'assurer une espèce de masse critique de circonscription au Québec, comparativement un peu, puis je veux pas être réducteur, en Ontario, entre autres. Souvent, tu vas plus aller justement des politiques économiques, des choses comme ça, puis tu vas aller conquérir beaucoup. Moi, j'aurais peut-être plus dire, par contre, l'Alberta, là, parce que l'Alberta est vraiment monolithique dans cette option-là. Oui. Mais en fait, je vais être un petit peu en désaccord avec toi pour faire ensuite le saut vers notre deuxième sujet, qui est l'élection provinciale en Ontario, qui va peut-être passer dans l'histoire comme l'élection la moins prédite par les sondages. L'Ontario, c'est une place chaotique. Pas chaotique, mais volatile. C'est ça swing. On dirait que la province au complet, c'est swing vote. Ça passe d'un côté à l'autre. Ils ont 3 options qui, sans être identiques, ont quand même une espèce de gradient de droite, centre, gauche, classique. Au niveau, Sain. Ouais, conservateurs, libéraux et NPD provincial. Dernière élection, les gens prévoyaient une course serrée entre les conservateurs et les libéraux. Finalement, les libéraux ont ramassé une majorité claire. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Ontario, c'est
sais, il y a Toronto, il y a Ottawa, mais Toronto aussi a différentes régions à l'intérieur de Toronto, qui a énormément de gens. Tu sais, les gens au centre-ville, vraiment centre-ville, qui des fois ont tendance à voter NPD. Il y a les gens qui sont... à mesure que tu t'éloignes en fait du centre-ville, les gens virent de plus en plus à droite, ce qui est un pattern qui est un pattern, disons, universel dans la vie. Qu'on a failli voir reproduire enfin à Québec avec si on avait eu l'élection d'un député du NPD dans le comté d'Agnès Maltais, on aurait eu notre centre orange. Non, pas NPD, Québec solidaire, excuse-moi. Oui, c'est exactement ça. On a le même phénomène. Mais la stratégie que les conservateurs ont eue leur a complètement backfiré d'en face parce que l'Ontario reste une place, somme toute, de gauche. Somme toute canadienne libérale Trudeau, là. Une espèce de middle ground entre la droite puis la gauche. Une espèce de l'extrême centre. De l'extrême centre un petit peu. Et quand tu t'éloignes trop de ces deux côtés-là, t'as vraiment des problèmes des fois en Ontario. Et là, c'est vraiment ce qui est arrivé parce que les conservateurs provinciaux ont vraiment fait l'espèce de bête de justement de dire on va couper des jobs dans le public, mais on va en créer 1 million dans le privé. Ça vend pas tant que ça aux Ontariens. Premièrement parce que son plan économique a été démontré comme complètement... c'était du vent, là. Il disait, je veux créer 1 million de jobs dans une Ontario qui a 10 millions de personnes. Les Américains ont eu de la misère à créer 1 million de jobs l'année passée, là. Ils sortaient vraiment ça, ils vendaient vraiment du vent, et ça n'a pas fonctionné, mais pas du tout. Et Chantal Hébert parlait en fait du phénomène qu'on a ici au Québec, qui est un petit peu l'équivalent. Elle appelait ça l'espèce d'électeur passif entre la résignation et la satisfaction. De dire l'espèce de moindre mal par rapport aux libéraux. De dire, regarde, moi les libéraux, ils me tannent pas tant que ça, fait que je vais voter pour eux autres. Qui est quelqu'un qui parle pas de politique, quelqu'un qui ne s'implique pas vraiment, quelqu'un qui répond pas aux sondages, qui s'en fout dans le fond. Mais il y a eu ces personnes-là sont sorties massivement pendant l'élection provinciale ontarienne, autant qu'ils sont sortis relativement massivement dans la dernière élection provinciale, ce qui a amené une forte majorité aux libéraux, et eux aussi ont quand même sorti dans la dernière élection provinciale où ce que le PQ finalement a juste ramassé une minorité, là. Écoute, le PQ avait un perfect storm et ces voteurs-là n'étaient pas assez intéressés à changer ça qu'ils ont revoté libéraux. Oui, mais là, faut juste nuancer parce que là-dedans, il y a la question sur la souveraineté aussi là, qui oui, vient, on s'entend. Vient moduler le débat un peu. Là. On s'entend. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué, entre guillemets, qu'en Ontario. Et là, ça nous amène au contexte de l'élection de 2015. Qui va être spécial. Monsieur Trudeau, j'allais dire Pierre Trudeau. Monsieur Trudeau a maintenant ces deux grosses provinces. Je suis sûr que sa stratégie, c'est d'aller un peu traditionnellement libéral, de dire, nous, on va avoir le plus de sièges possible en Ontario et au Québec. Là, ces deux provinces-là ont des gouvernements libéraux provinciaux pour 4 ans les deux. Je pense que c'est pas mal excellent pour lui. Mais effectivement, je pense tranquillement, on s'enligne vers soit un duel à mort entre les conservateurs et les libéraux, ou une vraie lutte à trois. Parce que n'oublions pas que le NPD représente quand même quelque chose de différent. Et dans une élection, dans une campagne électorale, souvent quelque chose de différent est capable de faire davantage de gains, des gains, disons, disproportionnels à son véritable appui dans la population. Si ça veut, if it makes any sense, ce que je dis. Et donc, je pense que ça pourrait devenir une véritable lutte à trois. Mais je pense qu'on va le savoir relativement rapidement dans la campagne. Éventuellement, on va voir, OK, finalement, c'est une vraie lutte à mort entre les conservateurs et les libéraux. Mais quand j'utilise l'expression lutte à mort, c'est vraiment parce qu'ils s'enlignent pour avoir une espèce de fond relativement égal en nombre de députés. Alors, ils vont vraiment avoir à faire des gains dans des circonscriptions où ils se battent l'un contre l'autre et non pas libéraux dépendent du NPD, conservateurs au dépend de je sais pas qui, là, donc des indépendants, tu sais, Parti vert. Je pense que ça va avoir un énorme impact que le Québec, si le Québec devient un peu plus rouge, il va y avoir d'autres régions du Canada, je pense, qui vont se transférer vers ça pas parce qu'ils nous aiment tant que ça, mais c'est juste de dire, hey, si les libéraux sont forts au Québec et quand même forts en Ontario, les autres provinces de l'Atlantique qui ne veulent rien savoir des conservateurs vont vouloir, disons, nous aider à aller faire ce combat-là, que là, parce que les provinces maritimes peuvent rien faire d'eux-mêmes, là. On parle pas de tant de députés que ça, mais quand même. Non, mais en fait, on s'enligne-tu vers une séparation du Canada assez... Est-Ouest. Est-Ouest, là. Tu sais, les libéraux... en fait, plutôt Est, extrême-Ouest, centre.
Parce qu'il n'est pas dit que, justement, la Colombie-Britannique, elle aussi, va dire, nous, on aime ça, la gauche puis la verdure, fait que on va voter libéral, nous autres aussi. Ouais, peut-être. Et là, il va juste rester les gens du centre. Tu sais, le split que les conservateurs ont essayé de faire, il peut backfirer sur eux autres, parce que c'est bien le fun que tu puisses faire ça, parce que tu profites que le Parti libéral avait été complètement brûlé au Québec, mais tu sais, brûlé à la corne, à l'os. Fait que là, les stratégies conservateurs pour gagner le pouvoir ont complètement fonctionné. Puis d'ailleurs, ils n'ont pas eu le pouvoir avec tant de pourcentage de vote que ça du tout. Là, ils ont eu comme 35%, puis ils ont eu une majorité avec ça. Pourquoi? Parce que le reste du pays ne pouvait pas s'entendre sur une option. Ne pouvait pas s'entendre sur une opposition à cette vision-là à cause de la brisure au Québec. Mais là, si ça c'est réglé, peut-être qu'on va revenir au bon vieux temps, entre guillemets, libéral, dans le sens du pays naturel, avec des gros guillemets, du Canada. Ouais, c'est ça. Un parti qui, somme toute, on peut lui donner 12 000 défauts, mais si tu es capable d'aller rejoindre la population du Québec et la population de l'Ontario massivement, c'est déjà bon, là. Déjà, tu proposes des choses qui sont, par leur nature même, rassembleuses. Parce C'est que ça. si tu rassembles des gens qui, habituellement, ont de la difficulté à s'entendre. Tu sais, Mais tu sais, puis encore là, c'est assez relatif parce que je pense que peut-être justement dans les dernières années ou dans l'avenir, je pense que l'Ontario et le Québec vont de plus en plus s'allier, en fait, de manière serrée à cause de leur interindépendance économique, mais aussi par une proximité politique aussi, beaucoup plus que ce qu'il y a avec l'Ouest. Tu sais, au niveau des deux métropoles cosmopolitaines qui sont Toronto et Montréal, ces deux grosses villes, les deux plus grosses villes du pays, peuvent s'entendre et ont essentiellement souvent les mêmes problèmes aussi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment, je pense, une alliance qui est plus naturelle qu'il n'y paraît peut-être. Oui, effectivement. Écoute, on va avoir l'occasion d'en reparler. Et peut-être même, si Dieu le veut, nous serons en ondes encore pendant les élections de 2015. Oui. Donc, on pourra en parler sur ça. Hey, avant qu'on termine, mais je voulais continuer sur un autre sujet d'élection. As-tu suivi un peu le backlash des élections européennes, de l'Union européenne? Ouais. Et c'est spécial quand même comme situation parce que, ça, premièrement, parlant de quelque chose que ça augure pas bien pour l'Union européenne en tant qu'entité, quand tu votes quelque chose comme 30-35% de députés anti-Union européenne à ce Parlement-là, ça mine un peu... ça brise l'ambiance à Bruxelles. Ça brise un peu la pérennité de la structure, tu sais. Mais surtout, ce qui frappe, c'est beaucoup que ce sont des groupes de droite qui ont pris des appuis énormes. Mais en même temps, moi, ce qui me tanne là-dedans, pas ce qui me tanne, mais l'espèce de comparaison historique plate que je fais, c'est que, tu sais, on parle beaucoup de l'immigration en Europe. C'est la grosse problématique, là. La grosse question sociale. On va essayer de ne pas teinter mes propos, là. Le problème, c'est que les partis de droite, c'est les seuls partis qui offrent une solution à ça. C'est pas une bonne solution, mais c'est une solution. Ils en parlent. En fait, c'est le seul parti qui acknowledge qu'il y a un problème. Exactement. On est une étape avant. C'est pas que les autres disent « Ah non, un problème, puis ils reposent rien. » Non, ils disent même pas qu'il y aurait peut-être un problème. Les autres partis, ils disent « Le problème, c'est vous. Acceptez-les. That's it. » Tandis que sais-tu, la dernière fois que c'est arrivé, et là, attention, là, je suis pas en train de faire des comparaisons vraiment plates, là, mais tu sais, ce qui a fait le succès des nazis en Allemagne, c'était que la question de la population juive, c'était quelque chose qui était dans la population allemande, que ce soit bon ou pas bon. Je veux dire, les Allemands avaient une opinion ou considéraient qu'il y avait des choses à régler par rapport à ça, relativement massivement. Et il y avait des problématiques. Exactement. Mais le parti nazi était le seul qui en parlait, qui proposait des solutions absolument absurdes. Mais au début, probablement pas tant que ça, mais il y avait une autre liste après. Pas tant que ça. N'oublions pas que les camps d'extermination, il y en avait très peu sur le territoire allemand comme tel. D'ailleurs, ça s'appelait la solution finale, pas pour rien. Parce que c'était une suite. Donc, il a eu son succès parce que c'était le seul qui en parlait. Et il y a probablement des gens qui ont voté pour, même s'ils n'étaient pas d'accord avec les solutions qu'il proposait, juste parce que c'était le seul qui en parlait. Et je pense... Un espèce de sentiment de dire « Chris, je suis pas fou, regardez, je suis pas tout seul. » Exactement. Et je pense qu'on voit ça un peu à une échelle beaucoup moindre, évidemment. Mais en Europe, au niveau de l'Union européenne au complet, c'est de dire, il y a sûrement des gens qui ont voté pour ces partis-là, pas parce qu'ils sont nécessairement d'accord, mais parce qu'ils disent, il y a un problème, là. Au pire, si eux, qui recueillent des votes, parce que c'est les seuls qui en parlent, ça amène les autres partis à en parler, mon vote ne sera pas perdu.
Mais il y a peut-être d'autres problématiques. Tu sais, quand tu disais d'être anti-Europe, il y a des problématiques au niveau de la structure de l'Europe. Puis je sais pas, je pense pas que c'est nécessairement au niveau de la structure, mais c'est peut-être plus tout ce qui a rapport à de quoi on parle en fait au niveau de l'Europe. De quoi est-ce que l'Europe se jase à elle-même de? Et récemment, ce que l'Europe fait, c'est parler de plans d'austérité entre eux autres. C'est juste des gens qui se rencontrent puis disent nous on coupe dans les services publics, on coupe. C'est quoi l'Europe? C'est on coupe. On coupe puis c'est des l'Europe c'est des coupures, puis c'est des accords d'échange puis de règlements sur le transport. Mais en même temps, ça a pas l'air même plaisant quand t'en parles de même. Mais en même temps, quand tu regardes le degré de latitude que ce Parlement-là, que cette structure administrative-là, gouvernementale-là a pour mettre en place, pour appliquer des choses, son champ a été progressivement limité par le refus des pays de redonner une part de leur souveraineté, en fait. Tu sais, et quelque part, les plans d'austérité, c'est parce que, bon, la question financière, l'Europe, sur le plan financier, puis sur le plan monétaire, c'est vraiment pas facile, ce temps-ci. Mais, puis après ça, tu sais, tout ce qui est transfrontalier, ça, c'est quelque chose qui relève, évidemment, de cette structure-là, donc les accords, tout ça. Mais dès que tu tombes dans la façon dont les États gèrent autre chose que leur politique financière, parce qu'ils ont une monnaie commune, puis leur rapport avec les frontières, parce qu'ils font partie d'un ensemble, ça devient tout le temps touché puis difficile. Puis je pense que malheureusement, ça a donné que justement, le Parlement européen s'est rétracté sur ces éléments-là, puis s'est concentré sur les choses sur lesquelles il contrôlait. La monnaie, les frontières. C'est tout. Puis ça augure pas bien, justement, parce que c'est un servicieux. Ils parlent pas des autres problèmes parce que les pays veulent les garder. Les pays les règlent un peu tout à leur façon. Puis là, ils commencent à trouver que c'est plate de s'entendre ensemble quand personne fait son bout de chemin. L'Allemagne, particulièrement, de commencer à avoir un peu ras-le-bol de certaines politiques de certains pays. Et donc, je pense que malheureusement, à terme, et puis je te dis pas que je vais nécessairement le voir de mon vivant, là, un événement de cette ampleur-là, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, mais je pense pas que l'Union européenne, c'est une expérience qui a fonctionné. Je pense que elle va peut-être renaître d'une autre façon, là. Peut-être, mais d'un autre côté, tu peux le voir que si l'Union européenne, son rôle, ça a été de peut-être mettre une monnaie commune et peut-être réglementer ou plutôt mettre des règles égales au niveau du transport, des échanges commerciaux, parce que c'est une bonne partie de ce que l'Union européenne a fait, c'est de mettre des règles communes pour tout le monde pour simplifier les choses. Si l'Union européenne a fait ça, c'est pas rien. Là. Non, mais mais est-ce que ultimement l'Union européenne va avoir juste fait ça vraiment? Mais j'envisage que même ça, éventuellement, ça recule. Okay. C'est ce que je veux dire par l'Union européenne sera un échec. Présentement, ça fonctionne bien. Et puis, ultimement, tu pourrais dire que même si jamais elle disparaît, son rôle de rapprochement franco-allemand aurait peut-être à lui seul été quelque chose de bien. Parce que ça c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est les deux plus grosses masses de population qui se sont tapés dessus depuis 150 ans avant là. Puis ultimement, ils sont pas mal chumés en ce moment. Fait que ça c'est déjà bien là. C'est juste pour ça en fait, tu sais que les Britanniques restent dans leur coin avec leur monnaie puis qui crachent sur le reste du continent, c'est pas nouveau ça là. Non, c'est pas nouveau là. Ça c'est correct ça on le comprend. Mais d'avoir établi disons cette zone Est-Ouest là de l'Europe qui est vraiment en paix puis qui est vraiment dans une espèce de symbiose fonctionnelle, symbiose, on s'entend là. Ça c'est déjà excellent là. Ce que je veux dire c'est qu'il faudrait peut-être pas non plus penser l'Union européenne, si dans la tête des gens, c'est de transformer l'Europe en les États d'Europe unis, comme les États-Unis sont d'Amérique, peut-être, probablement que ça arrivera pas. Mais c'est ça, il y a des gens qui disent que c'est ça qui devrait arriver. Là. Mais moi, je pense pas que ça... S'il y a des gens qui poussent, si l'option que ces gens-là ont pour voter en Europe, c'est des gens qui veulent pousser pour faire une vraie fédération, puis les gens qui veulent l'éliminer... je pourrais comprendre que ça me tenterait de l'éliminer parce que je veux dire, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à ce niveau-là. Oui, il peut y avoir une association fiscale et là c'est là le problème qui arrive à avoir la même monnaie, c'est que quand tu as la même monnaie, mais que tu n'as pas nécessairement une union fiscale, il y a des gros problèmes qui peuvent arriver. Et les gens qui ont gardé leur monnaie en Europe, ils font comme on vous l'avait dit. Puis si le saut d'aller à une union fiscale est pas possible, et je pense que ça ne sera pas vraiment possible. Où est-ce qu'on s'en va avec l'euro? Mais c'est d'où mon point précédent. Quand je te dis que je pense que on va voir, ou peut-être qu'à terme, ce sera l'échec de l'Union européenne, je ne pense pas que les accords frontaliers... L'euro, c'est pas non plus l'Union européenne. C'est ça, dans le sens que les accords frontaliers, je pense que la simplification des échanges, ça risque de demeurer, ne serait-ce que sur une base bilatérale ou multilatérale,
une fois la disparition de la structure qu'est l'Union européenne, parce que... Comment ça s'appelle la zone de transit? Comment ça s'appelle? Je connais pas le nom, malheureusement. Mais ça, je pense que ça va rester. Mais l'euro, pas sûr. Quand je parle de l'échec ultimement de l'Union européenne en tant que chose et en tant qu'idée, je pense que ça passe éventuellement par un abandon graduel de l'euro jusqu'à peut-être une espèce de nombre de pays plus restreint qui, eux, pourront finalement s'entendre ensemble pour harmoniser leur politique fiscale. Parce que ça serait possible, quand on dit la disparition de l'euro, c'est peut-être plutôt, on pourrait parler de rétrécissement de l'euro. Tu sais, si l'Allemagne et la France décident d'utiliser une monnaie commune, c'est déjà la moitié de l'Europe qui utilise une monnaie commune. Ouais, puis ils peuvent s'entendre. Ils peuvent s'entendre. Plus. Peut-être qu'ils vont s'entendre. Mais est-ce qu'on est obligé... Est-ce que la Grèce est obligée d'avoir l'euro? Est-ce que l'Espagne est obligée Est-ce que le Portugal est obligé d'avoir l'euro? Pas vraiment. Je veux dire, la République tchèque a sa couronne tchèque, puis pouf pouf, tout le monde va bien. Là. Il n'y a pas de... pouf pouf, tout le monde va bien. Il n'y a pas nécessairement... Il y a une option entre le tout et le rien, là, ici. Là. Et il faut pas non plus... Peut-être que ça serait le fun que les gens qui soient entre l'option du tout ou rien ne soient pas nécessairement des gens complètement de droite xénophobes. T'sais. Si pour avoir d'autres options, oui, mais peut-être qu'on pourrait avoir d'autres options réelles. Peut-être que le fait que les gens aient relativement massivement voté pour un parti plus de ce style-là, si ça peut amener que la question de l'Union européenne arrive sur le tapis et est enfin discutée, peut-être qu'éventuellement, là, on va voir l'émergence d'une option plus modérée qui va aller recueillir une part importante des votes. Mais n'oublions pas que l'Union européenne, c'est une chose. Il y a la question de l'immigration aussi, qui est un autre problème, qui va continuer à se décliner dans les prochaines élections européennes et éventuellement aussi dans les élections peut-être même soit canadiennes ou québécoises ou whatever. Ouais, on verra. Donc, écoute, malheureusement, ça va être la fin pour nous cette semaine, mais on va surveiller pour la semaine prochaine le passage de Nathalie Normando à la commission Charbonneau. Est-ce que tu t'attends à des révélations choc, des choses vraiment, je sais pas moi, qui vont te jeter à terre? Ben en fait, d'habitude, les gens qui ont été en pouvoir, qui ont passé à la commission Charbonneau, ont joué essentiellement à 2 cartes. Celle-là de « je le sais plus », je m'en souviens pas, c'était pas moi qui s'occupais de ça. Et nous, on a suivi dans le fond ce qui se faisait de manière normale, ou plutôt dans le fond décharger la responsabilité au niveau de la machine étatique ou de la machine du parti. Donc, ultimement, tout le monde à peu près à la commission Charbonneau se renvoie la balle. Mais il y a des gens qui gardent la balle dans les mains un peu plus longtemps, puis qui parlent dans le fond du rôle qu'ils ont eu à lancer cette balle-là ou non. Puis je m'attends pas à ce que Nathalie Normando fasse aucun aveu de quoi que ce soit à cette commission-là. Elle va peut-être... La meilleure qui pourrait arriver, disons, pour la commission, c'est que si elle est confrontée à le problème des 2 conclusions logiques, de dire, c'est ou bien que tu étais corrompu, ou bien tu étais d'une incompétence infinie. Puis rendu là que c'est les 2 seules options qui restent, ultimement, ces personnes-là, ben, ils font un fou d'eux devant tout le monde. Et rendu là, c'est le jugement du téléspectateur ou plutôt du citoyen de décider laquelle des 2 options c'était ou plutôt dans quelle proportion c'était. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Régent Tremblay. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est Matt Tremblay, ça a été... Matt Tremblay, Régent Tremblay. Gérald Tremblay, il était rendu avec ces 2 options-là. Là. Le monde disait, c'est ou bien que tu étais corrompu à l'os ou bien que tu étais vraiment un imbécile aveugle. Et je pense que c'était plus 80% imbécile aveugle et 20% corrompu. Mais je pense que pour Nathalie Normando, ça va peut-être être l'inverse. Il est quasiment un peu avoué ça. Là. Mais il y a aussi quelque chose, et ça revient peut-être à les trucs de Duplessis, c'est de dire, lorsque tu es convaincu que ce que tu fais est bien, lorsque tu fais pas nécessairement une analyse plus profonde de ce que tu fais, ces gens-là arrivent en toute bonne foi en défendant leurs actions. Là. Ils réalisent pas vraiment l'impact, ou plutôt de comment que ces gestes-là ont l'air de l'extérieur. Pour être perçus. Et c'est souvent que je pense qu'il arrive au niveau des décisions. Eh bien, nous allons suivre ce dossier-là. Alors, c'est la fin pour aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à nous souhaiter et à souhaiter à nos auditeurs bonne semaine. Si vous avez des questions, des commentaires ou des menaces, c'est lesvraiesaffaires@gmail.com. À chaque vendredi, on pose dans les subreddits de Québec et Montréal. Si vous voulez venir nous jaser, c'est là que ça se passe. Puis aussi et surtout, abonnez-vous à notre canal YouTube. Ouais.